invité avec nous pour cette demi-heure d'émission, Delphine Arnaud, qui est à nos côtés, gérante chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Delphine. Merci d'être avec nous. Et Jean-Jacques Ohana, je le rappelle, qui est en plateau également à nos côtés, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Je commence avec vous Jean-Jacques. 21e jour de conflit en Ukraine, une guerre de haute intensité, inédite depuis des générations sur le sol européen, qui engage une puissance nucléaire comme la Russie. Voilà, pour rappeler quelques éléments de contexte. Quel est le cadre d'analyse de marché qu'on peut avoir à 3 semaines de guerre désormais révolue, et quelles sont les implications pour les investisseurs? Quels sont les éléments d'analyse que vous avez en tête aujourd'hui, Jean-Jacques? Ce qui est, ce qui est intéressant du point de vue des marchés, mais ce qui est malheureux évidemment du point de vue humain, c'est qu'en fait, cette guerre, on peut la dater de manière précise. En fait, la date d'intervention russe, d'invasion russe, c'est le 24 février. Et auparavant, il y avait des tensions, mais nul, sauf peut-être les Américains, n'anticipaient une guerre de cette ampleur, de cette violence et de cette intensité, comme vous l'avez dit, en Ukraine. Et donc, on peut voir finalement depuis cette date ce qui s'est passé sur les marchés, ce qui prévalait avant et ce qui est nouveau. Ouais. On a commencé l'année avec un rebalancement en faveur des values. Il était global, il était puissant, mais on pouvait voir aussi que ce rebalancement, on en a parlé plusieurs fois ensemble, n'était pas forcément négatif pour les marchés. Par exemple, les banques étaient aux côtés des sociétés productrices de matières premières, que ce soit les ressources de base, mais aussi le pétrole, étaient des leaders. Et ce qui s'est passé depuis la mi-février, donc un petit peu avant le 24 février, mais surtout qui a été amplifié par le 24 février, c'est que finalement, on a restreint le leadership des marchés à un petit segment du value, uniquement en matières premières. Ouais. Depuis le début de l'année, on est désormais à autour de 10% pour les ressources de base et autour un peu moins pour les pétrolières, autour de 8% de hausse depuis le début de l'année. Par contre, sur les banques, on est maintenant à moins 12. Ouais. Et donc, on a eu une correction des banques entre moins 20 et moins 30% selon les banques, mais qu'aujourd'hui, on peut situer autour de moins 25 par rapport au plus haut de l'année, qui est quelque chose de très significatif. La crise géopolitique a marqué un coup d'arrêt pour la tendance du secteur bancaire. Absolument, absolument. Alors, évidemment, il y a des rebonds, on en a parlé, l'opération russe se passe mal par rapport à ce qui était escompté par le Kremlin, parce qu'il prévoyait probablement une opération de courte durée, et on voit qu'aujourd'hui, elle s'éternise, que le coût pour la Russie devient très important, non seulement de la guerre, mais aussi des sanctions. Et sur les sanctions, du point de vue des marchés, on a un rebalancement des cartes total. Puisque finalement, peut-être qu'on n'avait pas forcément calibré ça dans les esprits, mais la Russie, ça ne représente pas seulement le gaz et le pétrole, mais globalement 15%, 16% du marché mondial des matières premières, premier exportateur de blé, premier exportateur de nickel à fort contenu, à fort de meilleure qualité, de bonne qualité, utilisé dans les batteries de véhicules électriques, par exemple. Premier producteur de palladium, encore un composant essentiel dans les voitures. Et donc, au total, on a un bouleversement économique mondial sur l'approvisionnement des matières premières, mais aussi géopolitique, parce que le précédent, c'est finalement de geler les réserves de la banque centrale de Russie, qui a des réserves puissantes, investies principalement en dollars, mais aussi sur les marchés européens, puisque je rappelle que la Russie est exportatrice, a une position nette exportatrice vis-à-vis de la zone euro, donc ils ont aussi dans leur portefeuille probablement des dettes européennes, dettes allemandes et autres. Et donc, aujourd'hui, on a un précédent jamais connu dans l'histoire moderne financière. On a une hégémonie du dollar qui s'était installée finalement depuis 50 ans, depuis 60 ans, depuis l'après-guerre. Et aujourd'hui, cette hégémonie du dollar, elle est remise en question avec finalement probablement un modèle multipolaire qui va se mettre en place sur les devises. Probablement l'émergence du yuan, peut-être d'autres choses. Peut-être qu'il va y avoir
un rebalancement des cartes sur finalement l'investissement des réserves des banques centrales dans le monde. Et tout cela, finalement, on n'a pas fini de mesurer les conséquences en termes politiques et en termes financiers de cette guerre à nos frontières, finalement, en Europe. Quand bien même le conflit militaire pourrait être, et on l'espère, circonscrit, fixé, stabilisé le plus rapidement possible, ces sujets-là, la boîte a été ouverte. Ça fait 15 ans que je suis les marchés, 15 ans que j'entends qu'on fantasme sur la fin du dollar, la dédollarisation du monde, etc. Mais là, vous dites, il y a quand même un précédent, il y a une réalité qui s'est matérialisée et qui peut accélérer. Alors, ce qui était quand je dis un fantasme, c'était un risque qui n'était pas un risque significatif au final. En tout cas, les 15 dernières années l'ont montré. Mais là, il y a quelque chose qui est monté en termes de probabilité, vous dites, Jean-Jacques. Absolument. Les banques centrales qui ne sont pas totalement alignées ou qui ne sont pas alignées politiquement sur les États-Unis vont réfléchir à 2 fois avant d'investir leurs devises et leurs réserves dans le dollar ou dans d'autres devises occidentales. D'ailleurs, pour l'euro, c'est le même problème qui se pose. Et aujourd'hui, on voit du pétrole qui est dénominé en yuan pour la première fois. L'Arabie, c'est ce que racontait le Wall Street Journal hier. Riyad réfléchit activement à pricer le dollar qu'elle vend aux Chinois en yuan. On voit aussi un système multipolaire à la fois financier mais aussi politique se constituer autour d'un pôle occidental, autour de l'OTAN, on va dire, élargi, et puis un pôle sino-russe, et qui peut aussi s'élargir avec peut-être des intérêts communs politiques. On peut penser à Taïwan pour la Chine. Et donc finalement, tout cela, en termes de stabilité géopolitique à long terme, est un bouleversement à prendre en compte pour les marchés. Concrètement, qu'est-ce que ça implique dans cette vision de prospective, Jean-Jacques? Du point de vue des marchés financiers, ça veut dire quoi? Des flux financiers moins globalisés, des flux financiers qui vont être de plus en plus domestiques ou régionaux également? C'est ce qu'on voit. Par exemple, on a vu énormément de sorties. Alors là, il y a un rebond qui est très impressionnant sur les marchés asiatiques, mais il faut voir que, par exemple, sur la technologie en Asie, on a fait une correction de 72%. 72% depuis les hauts. Ouais. C'est la plus forte correction jamais connue dans l'histoire récente. C'est plus que la grande crise financière de 2008. Donc il y a eu des dégagements de flux occidentaux, américains, européens très importants de l'Asie depuis longtemps, de la Chine notamment, pour être clair. Et certes... Rien n'est dit qu'ils reviennent dans les mêmes proportions. Il y a un côté irréversible là-dedans. Et même, on peut en discuter même sur la Russie, même s'il y a un accord. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on voit bien que les parties, à la fois russes et ukrainiennes, ont un intérêt rationnel à un accord. C'est pas la rationalité qui, malheureusement, a guidé le comportement des parties au cours de ces derniers mois. Pas la rationalité économique et financière, en tout cas. Absolument. Cependant, même s'il y avait un accord, on peut se poser la question de la réversibilité. C'est une question essentielle, en fait. Premièrement, est-ce que les sanctions infligées à la Russie sont réversibles? En partie, en totalité, en partie probablement en totalité, ça reste à démontrer. Deuxièmement, est-ce que l'exclusion de la Russie du système financier est réversible? Probablement oui, on espère, parce qu'il y a un risque alimentaire et un risque de famine dans le monde qui est vraiment important du fait de la position russe en tant qu'exportateur mondial de blé. Je rappelle que la Russie plus l'Ukraine, c'est 25% des exports mondiaux de blé. Donc, qui est l'aliment de base pour absolument, pour le pain, une grande partie de la planète. Oui, pour la semoule en Afrique du Nord. Donc en fait, on peut vraiment dire que cela pose vraiment un vrai sujet de sécurité alimentaire mondiale. Et enfin, j'allais dire, la dernière réversibilité, qui est encore plus sujette à caution, c'est le gel des investissements russes. On a vu beaucoup de sociétés partir de la Russie, fermer leur activité, juste abandonner tous leurs investissements, que ce soit pétroliers ou autres. Et donc, on peut imaginer que s'ils doivent revenir un jour, ce qui est déjà sujet à extrême caution, ils ne reviendront jamais dans les mêmes proportions. Non. Et donc aujourd'hui, quelque chose est enclenché. On voit bien que c'est quelque chose de nouveau, que finalement c'est une démondialisation qui prévalait avant le Covid et qui désormais s'accélère d'une manière complètement inattendue avec cette guerre.
Merci beaucoup Jean-Jacques pour ce cadre d'analyse donc après 3 semaines de guerre en Ukraine. On le rappelle, 21e jour de conflit aujourd'hui. Jean-Jacques Oana était avec nous en plateau, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha.